I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Je sais que pour beaucoup, le titre va sembler carrément être une introduction à un chapitre de philo. Peut-être que ça va vous ramener... Alors, je suis peut-être aussi également en train de me lancer des fleurs et de penser réellement que le titre que je choisis serait digne d'un ou d'une prof de philo. Mais ne vous inquiétez pas. Posez-vous tout simplement, ça va à nouveau être une discussion ô combien intéressante aujourd'hui. Et merci à nouveau d'avoir cliqué sur Night Confessions. Merci de me donner de votre temps, de ce temps qu'on va passer ensemble, je l'espère, et que vous allez un peu kiffer parce que je trouve que ce script était absolument génial après l'avoir finalisé. Il y a pas mal de proverbes français que j'ai toujours pas réellement compris, et alors celui-ci en fait totalement partie. Qui se ressemble, s'assemble, nous dit la rumeur depuis qu'on est tout petit et petite. Ou bien, au final, sont-ce les opposés qui s'attirent en fin de compte? Parce que c'est une chose qui m'a également très longtemps fait de rire, c'est que d'un côté t'entends qui se ressemble s'assemble, et de l'autre, ce sont les opposés qui s'attirent. Donc j'ai toujours été un minimum tiraillée, et je me suis demandé, la langue française, elle a pas envie de s'asseoir, de se poser devant un miroir et de se demander un peu ce qu'elle veut dans la vie? Parce que se contredire à ce point-là, ce serait bien qu'on arrête ça, non? C'est rigolo parce que j'ai quand même demandé à la langue qui se contredit le plus d'arrêter de se contredire. Waouh! Aujourd'hui, j'ai l'impression que je saute un peu plus que d'habitude. Je vais pas m'en excuser comme d'hab parce que j'ai mes aligneurs avec moi. Mais j'ai ce sentiment, si jamais c'est le cas, et ben c'est le cas et c'est comme ça. Donc aujourd'hui les Nighties, on va se poser ensemble, parler love, parler différences, parler ressemblances, surtout je pense. Et encore une fois, se poser les bonnes questions tout en profitant de vos témoignages de qualité que vous m'avez envoyé sur l'adresse mail thenightconfessions@gmail.com. Mais très bientôt, je vais utiliser une nouvelle interface. Alors c'est pour ça que vous devez me rejoindre sur Instagram, que ce soit le compte de The Night Confessions ou bien mon compte perso d'Eringtia, parce que c'est de ce côté-là que je fais les annonces pour les témoignages. Mais je vais utiliser un nouvel outil que justement mon agent Laura m'a présenté, qui est trop stylé. En fait, vous aurez juste vous à cliquer sur un lien et déposer vos témoignages plutôt que aller écrire dans la boîte mail et ces trucs là, mais je vous en parlerai en story Instagram. Mais encore une fois, merci pour les témoignages parce que vous prenez le temps en fait de m'ouvrir la porte de chez vous. En gros, vous me partagez un bout de votre vie, c'est pas rien du tout, c'est énorme même. Choisir de faire ça, c'est tout sauf rien, donc merci beaucoup. Et comme vous le savez, on ne commence jamais un épisode de Night Confessions sans parler de cette chose qui m'a fait kiffer la semaine dernière. Et pour moi, c'est assez simple parce que, comme vous le savez très bien, je suis dans des moments chaotiques. Là, ces temps-ci, en plus, j'ai une dermatite. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est, mais c'est une espèce de maladie chronique qui attaque le cuir chevelu à cause du stress. Donc, en fait, tu fais que de gratter. Génial dans un contexte de punaise de lit où les gens vont penser que j'ai des punaises même sur mon crâne. Anyway, donc c'est un peu le chaos à nouveau dans ma vie. Enfin, quand est-ce que ça a cessé d'être le chaos? Ce serait la meilleure question à se poser. Mais donc, il n'y a pas grand chose de fou, mais la semaine dernière, je me suis fait une petite séance de cinéma en solo. C'était pour aller voir, alors, est-ce que j'ai le titre vraiment? Meurtre à Venise, vous savez, c'était le nouveau film basé sur un des romans d'Agatha Christie avec Hercule Poirot en détective. Il y avait Jamie Dornan dans le film, il y avait Michelle Yeoh, enfin bref, il y avait un gros cast. Et franchement, c'était super sympa. Je vais pas vous faire la review Allociné dès maintenant ici, ce serait plutôt sur mes réseaux, mais c'était super sympa et ça a fait du bien parce que de base je suis habituée au cinéma en solo parce que il y a eu un moment dans ma vie, il y a longtemps, où je me suis rendu compte que si tes potes ils veulent pas aller voir le même film que toi, il y a aucun problème parce que il suffit que tu t'achètes un billet en solo et que tu ailles au cinéma par toi-même, genre tu te take en date, tout simplement. Tu n'as pas besoin d'attendre les autres en fin de compte. Et depuis, c'est une habitude que j'ai pu prendre chaque fois que soit je suis seule à un moment en fait, donc mon copain serait pas dans le coin ou je sais pas quoi, ou bien juste parce que j'entends un moi ça me dit pas trop ou un truc comme ça, ou juste par envie, juste parce que des fois t'as envie aussi d'être seule, de passer du moment seul et de donner du temps à toi-même. Et même si encore une fois t'es dans le cinéma donc face à l'écran, t'es pas non plus en train d'avoir un massage ou je sais pas quoi, mais ça a fait beaucoup de bien, donc j'étais contente. En partie 1, j'ai nommé mais pourquoi? Toute cette idée de qui se ressemble s'assemble, elle est née, faut le savoir, dans un mélange d'histoires, de grosses présences dans la littérature, mais aussi dans la réalité après tout. Et là-dessus, on ne pourra pas fermer les yeux. Historiquement parlant, c'est surtout la question de base des rangs sociaux et des classes sociales qui a fait exister qui se ressemble s'assemble. Mais au fond, on n'avait pas le choix du tout que de suivre justement l'adage de
qui se ressemblent, s'assemblent à une certaine période. J'ai dit à une certaine période, mais aujourd'hui, il y a encore des communautés, des cultures où ce n'est toujours pas vraiment possible. Mais j'ai dit à une certaine période parce que vous savez que c'était beaucoup plus généralisé, dans la mesure où, par exemple, si au XVIIIe siècle, ton père, c'était un riche notaire, t'allais potentiellement épouser, si t'étais une femme, le fils d'un de ses amis notaires. Ou bien, à la rigueur, peut-être dans les salons de thé ou lors des bals, t'allais tenter de viser plus haut, mais on restait au maximum entre nous, parce que même plus haut justement, l'homme qui lui semblait avoir un rang supérieur au tien, lui il allait viser autour de lui normalement. Par exemple, je sais pas si vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez vu s'il vous plaît, Orgueil et préjugés, alors je précise, la version avec Matthew McFadden et Keira Knightley, qui est ma version préférée du livre de Jane Austen, qui est génial. J'ai pas besoin de le dire. Normalement, les gens savent que c'est mon film préféré, si jamais ils me suivent au moins un peu. Je le regarde 2-3 fois par an. Non, je vais arrêter de mentir, je le regarde peut-être 5 fois par an. On va être honnête maintenant. Mais donc, entre autres, Monsieur Darcy, puis même si vous êtes arrêté au livre, de toute manière, l'histoire, c'est celle-ci. Monsieur Darcy, c'est pour ça également qu'il ne regardait pas du tout Elisabeth à la base. Parce que Elisabeth Bennet, comme les autres Bennet, sont un rang inférieur au sien. Donc, même si une femme tentait de vouloir viser plus haut, faut-il encore que l'homme, lui, ne veuille pas viser autour de lui. Raison pour laquelle Monsieur Bingley, ça a été un peu choquant pour sa sœur, justement, le moment où... on est là en mode, tu veux aller vers une Bennet? T'es certain tu veux aller vers une Bennet, vers ces gens-là? Parce que oui, il a existé des personnes pauvres qui se mariaient à des très riches, mais c'était hyper rare. Enfin, comme ça l'est toujours aujourd'hui. C'est hyper rare et en général les facteurs qui expliquent ça sont assez nombreux. Par exemple, si jamais tu vas en Thaïlande et que tu vois un riche blanc qui est marié à une jeune Thaï, très vite tu sais pourquoi. C'est parce qu'en fait c'est un mec qui est venu passer sa retraite en Thaïlande et que en venant ici il est venu donc avec tout son pouvoir d'achat européen et il a chopé une jolie meuf jeune qu'il a trouvée dans le coin. Et quoi de mieux qu'une meuf qui justement avait pas trop de sous pour qu'elle soit encore plus manipulable et à sa botte. Souvent c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir l'expliquer en fait. Parce que il y a un plafond de verre réel entre tous les groupes communautaires. Et la preuve en est également dans Bridgerton. Anthony, il n'épouse pas Sienna, l'actrice chanteuse. Je sais pas si vous vous souvenez d'elle avec son grain de beauté sur la joue, parce que elle est considérée comme ayant un rang inférieur au sien. Mais il finit par épouser donc Kate Sherma, qui elle a été acceptée à la cour, même si encore une fois, Kate, il y a toute une histoire familiale, mais c'est une famille qui a été acceptée justement à la cour, parce que t'as un des membres, la maman, qui fait partie de la noblesse anglaise à l'origine. Et c'est pour ça que tout ça se passe ainsi, et que ça ne se mélange pas trop non plus, parce qu'on reste autour de nous. Mais au final, l'expression elle existe, qu'ils ressemblent s'assemblent depuis bien plus longtemps qu'on peut penser. Et j'ai été hyper choquée, donc asseyez-vous bien, parce que attention, là c'est la minute preuve d'histoire. Ça remonte en fait au Moyen-Âge. J'ai été absolument estomaquée. Oui, estomaquée. J'ai été sidérée en voyant ça. Jamais j'aurais pu penser que ça remontait jusque-là. Pour moi, peut-être qu'on m'aurait dit que c'est apparu dans la poésie dans les années, je sais pas, vers le XVIIe, XVIIIe siècle. Peut-être dans les littératures de ce moment-là, mais pas du tout au Moyen-Âge. Parce que le Moyen-Âge, encore une fois, je vais rappeler, c'est la dernière époque à laquelle j'aurais voulu vivre. On est dans un côté sombre de l'histoire. Tout était à zéro. Vraiment, c'était pas du tout le moment pour la culture, c'était pas du tout le moment pour être une femme, c'est pas le moment. En fait, c'était même pas le moment pour être un homme, c'était pas le moment pour être qui que ce soit. Ces gens-là étaient si sales, tellement peu cultivés, c'était horrible. Mais donc en fait, ça vient du latin et l'expression latine c'est similis simili gaudet, que l'on traduirait par le semblable se plaît avec le semblable. C'est donc à partir de là que tout a commencé. Et derrière des George Sand dans par exemple Jeanne en 1844 ou encore La Fontaine dans Les Deux Chèvres et bien d'autres ont utilisé et réutilisé cette expression, ce qui l'a clairement ancré en fait dans nos vies. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, juste la phrase le semblable se plaît avec le semblable a elle un peu disparu et est devenu pour que ce soit plus fluide aussi et que ça puisse rentrer dans les us de tout le monde qui se ressemble s'assemble. Et tout ça en fait ça vient aussi tout simplement, on va être honnête, d'une observation de la société. Parce que les gens qui se ressemblent ont tendance à rester ensemble et ça renforce ce qu'on appelle la cohésion sociale. Par exemple, aujourd'hui on va prendre pas mal d'exemples assez simples parce que justement, outre le fait que ce soit un sujet qui n'a pas vraiment... C'est un débat sans fin, déjà on va le dire. Je vais poser des points sur les et 90s, mais je trouve qu'on peut en parler pendant très longtemps et je trouve ça cool, mais il y a plein de simplicité qu'il faut admettre dessus. Par exemple, dans cette cohésion sociale, si jamais toi tu es drôle, tu vas souvent chercher à fréquenter des personnes qui sont drôles, pas des personnes qui sont chiantes, justement, rébarbatives et tout. Si jamais
tu es une personne qui met l'art au centre de ta vie. Je parle pas obligatoirement de ton métier ou de tes études, mais c'est vraiment un domaine qui te passionne, qui te fait vibrer. Tu vas chercher à partager ton quotidien avec des personnes qui ont un œil artistique. Justement, je donnais l'exemple hier à Abba quand je lui en parlais. Si jamais tu mets l'art au centre de ta vie, lui c'est son cas et moi aussi, parce que je me considère pas comme une artiste, mais je me considère comme une personne qui est vraiment férue d'art. Je suis ultra fan de toutes les formes d'art possibles et inimaginables. Et je lui disais, imagine si t'avais été en couple avec une personne à qui tu proposais d'aller au musée qui disait non, flemme. Une personne, si tu passes devant un bâtiment qui a une architecture digne d'être commentée, qui va te dire ok, excuse-nous l'architecte, tout ce genre de choses, ça aurait été insupportable. C'est quelque chose que tu aurais pu supporter un peu au début, mais si c'était ça votre quotidien et qu'une chose aussi importante de ta vie, vous ne la partagiez absolument pas, il y aurait eu des tensions. Parce que c'est bête et méchant, mais c'est assez réel. En psychologie sociale, ce fait que je viens un peu déjà de présenter, c'est réellement nommé parce que ça existe, c'est le principe d'appariement. Ça signifie tout simplement que chaque individu a tendance à chercher chez sa moitié ce que il ou elle possède déjà. Donc ça peut être par exemple des caractéristiques physiques, les mêmes origines, même religion, mêmes rangs sociaux, mêmes idéologies, même métier, enfin bref, on peut vraiment l'étaler de plein de manières, mais c'est vraiment ce fait de chercher chez l'autre une chose que toi tu possèdes déjà. Parce que ton but, ça va être justement de pas t'éloigner de ce que tu connais, de pas t'éloigner de ce dans quoi tu évolues déjà au quotidien. Et je sais que c'est très réel, parce que encore une fois, par exemple, si on prend sur le côté religieux, même si encore une fois, il y a plein de choses qui peuvent être différentes. Moi, par exemple, j'ai été baptisée, ok, mais je suis athée, lui est musulman. Après, il suffit également, encore une fois, d'échanger avec les gens avec qui vous êtes en couple pour justement se comprendre les uns les autres et surtout comprendre comment votre vie va fonctionner. Surtout si vous décidez, par exemple, d'être parent ou des choses comme ça. Mais religieusement, si vous avez une personne qui est chrétienne et une autre qui est juive, et je parle de personnes qui sont vraiment pratiquantes, ça va être très difficile. J'ai pas dit que ça va être impossible. Attention, je suis pas là pour vous faire perdre espoir dans vos relations. J'ai juste dit que ça va être difficile dans la mesure où il y a plein d'habitudes qui vont s'opposer. C'est-à-dire que pendant par exemple que ta moitié fera Shabbat et que toi tu feras pas Shabbat, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donc être obligés tôt ou tard de partager une partie des cultes l'un de l'autre, parce que pendant que l'autre fera Shabbat, toi tu vas pas allumer la télé, tu vas pas être sur ton phone H24, ou bien tu vas le faire, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y aura toutes les semaines un moment où vous n'allez pas du tout être ensemble. Absolument pas. Donc, encore une fois, chacun de gérer ça comme il veut, mais il y a plein de différences qui peuvent finir par être difficiles si jamais, justement, on ne tape pas dans nos cercles. C'est bête et méchant encore une fois, mais c'est l'histoire, justement, de ce principe d'appariement. Et je trouve aussi que c'est hyper intéressant parce que la socio, elle explique tout ça par 4 théories. La première théorie, ils ont appelé ça la théorie du renforcement. En gros, tu cherches un miroir, une personne qui te ressemble, le tout ayant pour simple but de rester comme tu es. Parce que tu aimes ça. En 2, on a la théorie de l'équilibre. On veut une stabilité dans nos relations et partager nos vies avec des personnes qui comprennent ce qu'on fait, ce qu'on pense et qui adhèrent à tout ça. En 3, on a la théorie de la ressemblance. En fin de compte, cette théorie, elle voudrait que on déteigne les uns sur les autres dans nos relations et donc on finit par se ressembler qu'on le veuille ou non. Je vous ai donné l'exemple, par exemple, d'un chrétien et d'un juif ensemble. C'est hyper simple, il y en a un qui finira par choisir, ou même les deux, de partager une partie du culte de l'autre pour justement créer un tronc commun. Donc on finit par se ressembler. Et en 4e, on a la théorie des niches de développement, qui dit que en fait, on est avec des personnes qui nous ressemblent parce que dans nos cercles, on a tout simplement plus de chances d'être avec des gens comme nous. Et c'est ce que je vous ai expliqué quelques fois déjà là jusque-là. Et c'est une réalité. Une réalité que je trouve assez triste parce que justement, ça maintient cette cohésion sociale que je veux pas obligatoirement voir. Parce qu'à mon sens, c'est cool justement qu'on puisse se mélanger, c'est cool que des personnes différentes puissent se rencontrer, puissent évoluer aussi ensemble, mais c'est une réalité qui est, elle aussi, très difficile. Encore hier soir, quand je parlais de ce sujet-là avec Abba, je prenais un exemple qui, à mon sens, est très simple, et très souvent, je pense que c'est celui qu'on va le plus rencontrer. Ça va être l'exemple de la personne d'une classe très populaire et de la personne d'une couche sociale chez des gens, même pas de la bourgeoisie, je parle de réels riches, mais riches vraiment à un point ridicule. Ça peut être dans la bourgeoisie, mais je parle donc d'une richesse ridicule, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent dans la famille, vraiment. Et j'aimerais bien vraiment parler d'une famille de noblesse réelle, pas de gens qui sont riches par l'entrepreneuriat. Il est possible que les enfants de ces deux familles très différentes se rencontrent. Je vais penser par exemple au fait que moi, quand j'étais dans mon collège-lycée privé, je faisais partie dans ma classe à chaque fois des gens les plus broke, même si les revenus de mes parents étaient bien, mais par rapport aux gens avec qui j'étais entre autres avec une descendante d'Hermès, s'il vous plaît, de la famille Hermès. C'était tout bonnement son nom de famille. Voilà, que je vous laisse imaginer. J'ai des gens qui arrivaient avec des chauffeurs
le matin, des chauffeurs. J'ai moi-même été choquée. Je m'attendais pas à voir tout ça autour de moi. Ce qui fait que j'étais entourée de réelles richesses. Et à un moment, au lycée, j'ai commencé à être invitée avec plusieurs autres potes à des soirées sur Paris. Parce que nous, on était dans le 95 au lycée. Et donc, on a commencé à être invités à des soirées sur Paris. Donc, des soirées où il y a des jeunes. Vous savez, c'était la période où il y avait les soirées Projet X, tout ça là. Des soirées où il y a des jeunes que nous connaissions pas, qui étaient pas donc de nos cercles. Et parmi ces jeunes-là, entre autres, il y a un pote qui est devenu en plus un des meilleurs potes de mon grand frère. Enfin bref, j'ai arrêté de ça. Mais qui lui fréquentait une meuf qui, elle, était d'une classe sociale beaucoup plus élevée que la nôtre. Je parle de personnes qui ont des appartements sur Paris. Et je vous parle d'appartements qui font au moins à chaque fois une centaine de mètres carrés. Ça va pour vous ? On est bon ? Il est toujours possible que ces deux jeunes donc se rencontrent. Parce que pour le coup, moi, Manon, j'aurais pu rencontrer justement un mec à ce moment-là, qui lui soit issu de cette fameuse classe sociale que je vous décris depuis tout à l'heure. Donc, d'une sorte de bourgeoisie hyper assise dans la noblesse française, avec une famille qui a énormément d'argent. Et on peut commencer à se fréquenter. Et la relation peut évoluer, et ça peut et ça fait 5 ans qu'on est ensemble, et en fait on se marie, et en fait on a des enfants. Ok, ces choses-là peuvent se passer. Mais le problème déjà, c'est que lors de tout le développement de cette relation, il peut y avoir plein de difficultés. Tu peux tomber sur une personne qui est hyper ouverte d'esprit, qui a côtoyé plein de personnes différentes et qui va comprendre que justement il y a un comportement à adopter et que vous n'êtes pas pareil. Ok, mais tu peux aussi tomber sur la personne qui ne va pas comprendre pourquoi tu peux pas te permettre de prendre une table en VIP chaque fois que tu vas en boîte, qui ne va pas capter que si vous avez un week-end de 2-3 jours par exemple ou 4 jours, un pont au mois du mai, qu'est-ce que j'allais raconter ? Mais donc une personne qui va pas capter que si vous avez un pont de 3 ou 4 jours en mai, non, pour toi partir à Ibiza, c'est pas quelque chose qui va être possible comme ça en fait, pas du tout. Ça se fait pas sur un coup de tête en mode je sors du travail et viens on part à Ibiza. Il y en a qui ne vont pas du tout comprendre. Il y en a qui vont pas saisir ça et pire encore, si votre relation continue et que vous cherchez un appartement, cette personne elle va chercher quelque chose dans ses standards. Potentiellement même c'est une personne qui va vouloir acheter très tôt. Alors que toi tu ne pourras pas parce que tu n'auras pas du tout de sous de côté. Voilà, l'argent que tu as, tu vis avec. Je vais pas dire tu survis obligatoirement, mais tu vis avec. Tu n'épargnes pas obligatoirement. Parce qu'on t'a pas donné ces habitudes, parce que t'as pas ces réflexes-là, parce que c'est pas dans vos discussions, c'est pas dans vos prédispositions familiales en fait ces choses-là. Oui, ça faut le comprendre hein, si vous avez pas tilté, mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas épargner. C'est pas une question que de possibilité d'épargner, c'est aussi une question d'habitude. L'éducation financière fait beaucoup de choses. Et l'éducation financière est très présente dans les familles justement qui sont riches. Mais donc si vous commencez à chercher un appart, allez, on va dire que vous voulez louer, ok ? C'est une personne qui va se dire, viens on prend un appart où il y a 2 chambres, comme ça on fait un bureau ou un dressing dans la 2e chambre. Toi tu peux dire, ok let's go, mais très vite tu vas voir les prix. Tu vas voir les prix, moi je vous dis ça parce que là je suis en recherche d'appart justement avec monsieur dans le 10, 11 et 12e, et on voit les prix pour justement un 2 pièces. On voit les prix. Si jamais tu passes sur un 3 pièces, tu vas être donc sur du 2000 et quelques. Et toi, ce sera pas obligatoirement dans tes revenus. Parce que moi, dans ma conception, aujourd'hui, si 2 personnes dans un couple travaillent et gagnent sensiblement le même salaire, ce sont 2 personnes qui vont faire 50-50. C'est mon principe, si c'est pas le vôtre, vous avez vos principes, chacun son principe. J'ai bien dit si les 2 personnes gagnent sensiblement le même salaire. Hein. C'est pas une personne qui a 2000 et une personne qui a 6000. Ça, c'est pas du tout sensiblement. Moi, je parle de 3000 et 3500. Je parle de 3000 et 4000. Je parle pas de 2000 et 8000. Non, non, non. Mais donc, très vite, il y aura obligatoirement des discordes. Il y aura des choses qui vont faire que ça te rappelle que vous n'êtes pas des mêmes cercles, qu'il y a des énormes différences. Et je parle même pas encore du jour où ça se marie et où t'entends justement sa famille lui parler de contrat de mariage parce que, attention, on sait jamais, ça se trouve, t'es une gold digger. Et puis, par rapport aux enfants, enfin, il y aura plein de choses. Il y aura plein de choses qui vont faire que tu vas être là en mode « Ah !» Donc je vous dis pas, encore une fois, je vais le marteler pendant tout l'épisode, je ne vous dis pas, il faut que vous fréquentiez des gens uniquement comme vous, uniquement de vos rangs sociaux. Non, pas du tout, mais pas du tout. Franchement, allez toquer à toutes les portes où vous voulez toquer. Moi, ce que je vous dis, c'est de vous préparer à la réalité parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de personnes qui évoluent avec cette manière de penser en mode on est chez les bisounours. On n'est pas chez les bisounours. On n'y sera jamais. Les bisounours ne sont pas là. Mais vraiment pas. C'était que dans notre télé quand on était tout petit. Et encore, moi, je les ai jamais vus. J'étais trop jeune. Enfin bref. Faut juste être prêt à la réalité et à partir de là, tout ira bien. À partir du moment où vous savez que ça peut se passer ainsi, vous serez honnête avec vous-même et vous saurez quelle discussion il faut avoir justement si vous fréquentez une personne qui est plutôt dans les opposés s'attirent. Et justement, c'est comme ça que j'ai titré la partie 2, ou bien sont-ce les opposés qui s'attirent. Bon, déjà, après tout ce que je viens de vous citer, c'est assez difficile, on va être honnête, les 90s, de se dire que ce sont les opposés qui s'attirent. Même si, dans certains cas, ça arrive. Mais clairement, c'est un adage qui est beaucoup plus contesté, parce que de base, l'humain va chercher, oui, la complémentarité, et c'est pour ça qu'on peut dire les opposés s'attirent, c'est-à-dire que tu vas chercher une personne qui sache faire à manger si toi t'éclates en cuisine, tu vas chercher une personne qui pourra t'apprendre sur des sujets où toi tu ne connais pas, enfin je vais pas dire que t'as une grille et tu coches des cases en mode ok telle personne est comme ça, non mais ça va venir instinctivement, mais d'un autre côté, on veut aussi une personne dans laquelle on se retrouve, comme
dans un miroir. Parce que la recherche de la complémentarité pure, vraiment la complémentarité qui va aller avec les opposés s'attirent, en fréquentant une personne aux antipodes, c'est beaucoup plus rare. Je vous ai donné l'exemple là avec justement la richesse et bon, je vais pas dire la pauvreté, mais la classe populaire plutôt, mais vous l'aurez dans plein de cas de figure. Même si, encore une fois, il y a plein de personnes chez qui ça peut matcher. J'ai en tête un couple sur TikTok, je les adore. Une jeune femme et un jeune homme. Ils ont genre la trentaine, je dirais. C'est des Américains. Alors lui, c'est vraiment le mec de la salle. Vraiment, c'est un gym bro. Et sa meuf, alors en plus, c'est la raison pour laquelle ils reçoivent une hate pas possible. Je crois même pas sa meuf, sa femme. Ils sont mariés. Donc c'est une femme plus size. Elle est grosse, on peut dire les termes, c'est pas du tout une insulte. Et puis c'est un terme qu'elle utilise elle-même. Ok, elle fait du sport parce que de temps en temps, elle le suit à la salle. Il la coach de temps en temps et tout ça. Mais elle n'est pas du tout dans le monde du sport à la base. Et en plus, quand tu les regardes, même si encore une fois, le physique de chacun n'est pas du tout annonciateur de ces choses-là, parce que croyez-moi, il y en a beaucoup sur une séance à la salle. Je sais que je les étalerai alors qu'ils ont l'impression que je suis juste une dindonne actuellement. Mais donc, eux deux, pour le coup, ils ont réussi quand même à faire leur vie ensemble et ils la continuent. En plus, ils sont hyper mimes et ça se voit qu'ils s'aiment réellement, alors qu'il y a cette énorme différence. Lui, c'est son métier, c'est sa passion. Elle, pas du tout. Même si, encore une fois, on la voit à la salle et tout, mais c'est ni son métier, ni sa passion. Donc, ça peut marcher quand même. Mais c'est beaucoup plus rare. Parce que, entre autres, de par mon expérience, je vous le dis, j'ai vite compris que mettre en couple avec des personnes trop différentes, c'était la racine de pourquoi ça n'a pas fonctionné. Moi, en tout cas, en faisant la rétrograde sur tout ça, je vais penser à l'ex trop vieux, par exemple. La différence, elle était dans l'âge. Et ça n'a pas pu fonctionner là-dessus. Pourquoi ? Parce que, à 19 ans, j'étais pas prête à vouloir ce que lui avait en tête à 31, en fait. C'était pas possible. Je suis à la fac. Je suis en train de mener une vie de zinzin. J'ai un part-time. Toi, t'as un full-time où t'es très bien payé. Enfin, imaginez, j'ai un part-time en genre 25 heures où je suis payé, je crois, genre 800 balles. Toi, t'es en full-time où t'es payé 5000 euros. On n'a pas du tout déjà les mêmes vies juste par rapport à ça. Mais en plus, cette question d'âge, c'est la question aussi de qu'est-ce que tu veux et quand est-ce que tu le veux. Et ça, c'est très vite montré. Et si vous avez regardé ma vidéo YouTube sur ce sujet-là, vous avez très bien compris le pourquoi du comment. Oui, je vous fais un petit rebond comme ça, vous allez regarder ma vidéo YouTube sur ce sujet-là. Voilà. Mais, encore une fois, ça veut pas dire que dans votre couple, ça va être voué à l'échec si vous ne vous ressemblez pas dès le départ. Mais peut-être que le chemin à parcourir demandera plus d'efforts de vos deux parts. Mais encore une fois, c'est rien d'impossible parce que à partir du moment, à mon sens, où on met la communication au centre de la relation, c'est qu'on a fait une très grosse partie dans le chemin. Toutes ces choses que vous aurez à vous dire, toutes ces choses sur lesquelles vous allez devoir, entre guillemets, batailler, vous allez communiquer là-dessus. Et si vous êtes deux personnes prêtes à communiquer, vous allez faire beaucoup plus d'étincelles, mais je parle positivement, genre du feu d'artifice, que des personnes qui se ressemblent et qui parlent pas. Mais dites-vous quand même, en 2017, je trouve ça hyper intéressant d'en parler, Angela Ban, qui est une professeure de psychologie au Wellesley College dans le Massachusetts, elle a mené une étude sur 1500 couples, donc 3000 personnes, piochées au hasard dans des groupes sociaux hyper variés, avec des mesures statistiques réelles pour savoir si à la fin, oui ou non, nous fréquentons des personnes qui nous ressemblent. Donc on leur a posé des questions, il y a eu des interviews, il y a eu des questionnaires, il y a eu plein de choses, il y a eu des phases d'observation, et au final, les couples partageaient 86% d'intérêt au commun. Donc ça ne veut pas dire, encore une fois, que votre couple est voué à l'échec si vous partagez pas beaucoup d'intérêts en commun. Non, mais les chiffres sur des couples vraiment piochés au hasard, de tous âges, de tous horizons, de toutes couches sociales, c'est ce que ça a donné sur cette étude. Donc oui, c'est un chiffre qui peut sembler énorme, mais je trouve que c'est quelque chose qui se remarque assez facilement. Genre, regardez si vous êtes en couple. Regardez votre moitié, regardez vos parents, regardez vos meilleurs amis, regardez vos frères et sœurs si jamais ils sont en couple, regardez vos collègues. Est-ce que les couples autour de vous ont l'air de très majoritairement partager pas mal de choses ou bien d'être des opposés? Moi je sais en tout cas pour mon entourage parce que j'y ai pensé aussi, je me suis posée et j'ai fait un peu un panorama et je sais que c'est des gens qui se ressemblent beaucoup. Bien sûr il y a des différences sur certaines choses, c'est normal parce qu'en même temps on n'est pas des robots, mais ce sont des personnes qui se ressemblent beaucoup. Mais encore une fois, il n'y a pas de vérité établie, surtout quand on parle d'amour. Donc rassurez-vous, si vous êtes dans des couples où justement vous êtes les opposés qui s'attirent, je ne suis pas en train d'annoncer la fin de votre couple. Loin de là. Et on va se tourner vers la partie que je préfère, qui est celle de vos témoignages. Alors encore une fois, comme j'ai dit, merci beaucoup pour les témoignages, ça me fait trop plaisir. J'en ai sélectionné 2 aujourd'hui. Désolée si jamais les vôtres ne sont pas dedans. J'ai quand même tout lu, parce que je lis toujours tout. Mais j'en ai sélectionné 2, pourquoi ? Parce que ils sont plutôt conséquents chacun, et c'est des histoires qui sont vraiment différentes, et je trouvais ça cool. Et vu qu'ils sont plutôt conséquents, je me suis dit que ce serait quand même suffisant, mais je trouvais ça trop bien.
Mais encore une fois, si jamais vous avez des idées pour des sujets que vous vouliez que j'aborde ou je sais pas quoi, ou même un témoignage, allez-y, thenightconfessions@gmail.com. Avant toutefois, qu'en story Instagram, je vous annonce comment on fera pour les prochaines fois. Donc branchez-vous également sur Insta, hein. Et avant de vous brancher sur Insta, mettez 5 étoiles le podcast en passant. Donc témoignage numéro 1. Je me permets de témoigner car j'ai vécu les 2 situations en amour récemment. Il faut savoir que depuis toujours, j'adhérais plutôt au dicton « les opposés s'attirent ». Je pensais que 2 personnes devaient être complémentaires pour former un beau couple, car chacun permettait à l'autre de le compléter. Une histoire avec un ex avec qui je suis restée 3 ans m'a enseigné tout le contraire. On était diamétralement opposés, tant sur le physique que sur la personnalité. J'étais sociable, solaire, sportive, j'adorais mes études. Lui était hyper casanier, solitaire, déprimé et avait arrêté ses études. Au début, je pense qu'on ignorait chacun ces différences-là. On se voilait un peu la face, ou du moins, elles ne nous dérangeaient pas encore. Chacun faisait sa vie de son côté, mais petit à petit, malgré notre amour, on devenait très intolérants l'un envers l'autre. Il détestait par exemple et ne comprenait pas tout ce qui me différenciait de lui. Et de mon côté aussi, le fait qu'on ne partageait rien m'agaçait de plus en plus. Au final, on ne se supportait plus l'un l'autre et on devenait même méchants. Avec du recul, je pense quand même 2 personnes différentes peuvent former un beau couple et un couple durable. Mais pour moi, pour que ça fonctionne, il faut être de nature tolérante et ouvert d'esprit. Cela dépend aussi du degré de différence. C'est peut-être extrême de penser ça, mais pour moi, il y a des profils qui ne pourront tout simplement jamais s'entendre, exactement comme en amitié. Actuellement, je suis en couple avec un homme dont je suis folle amoureuse et qui me ressemble sur de nombreux points. Et je vois clairement la différence. On partage beaucoup plus de moments ensemble, on se comprend très bien l'un et l'autre, on se dispute également très peu car nous avons souvent les mêmes opinions ou les mêmes attitudes. Nos ressemblances ont créé une très forte complicité entre nous. C'est mon alter ego au sens littéral du terme. Je me retrouve en lui et il se retrouve en moi. C'est plus qu'un copain, c'est aussi un ami qui peut me comprendre et partager mes centres d'intérêt sans avoir à se forcer ou à le faire pour me faire plaisir. Mais du coup, je me pose aussi beaucoup de questions là-dessus. Est-ce narcissique d'aimer les gens qui nous ressemblent? Est-ce que ça signifie qu'on n'aime pas la différence? Qu'on reste dans notre zone de confort? Waouh! Alors le questionnement final, même si encore une fois j'ai déjà tout lu, l'avoir à voix haute, parce que je lis dans ma tête bien entendu, comme toute personne qui le fait la part du temps, j'allais dire toute personne normale comme s'il y avait une norme pour la lecture maintenant. Mais là en lisant à voix haute le questionnement de la fin, je le trouve hyper smart. Alors déjà j'ai beaucoup aimé parce que on est sur une personne qui justement a tenté les expériences. C'est super cool parce que justement tu en tires tes conclusions, mais tes conclusions pour toi. C'est comme tu l'as dit, ça ne veut pas dire que ça ne marcherait pas. Un couple composé de personnes qui sont différentes. C'est juste que toi tu as compris quelle est la recette selon toi pour que ça fonctionne. Et je suis tout à fait d'accord. À mon sens, pour qu'un couple où les personnes sont vraiment diamétralement opposées puisse avancer, il faut qu'il y ait un seuil de tolérance et c'est même au-delà de l'ouverture d'esprit, c'est un seuil de je fais pas attention à ce qui se passe qui soit très élevé. Et quand bien même personnellement je sais que je suis hyper tolérante, moi c'est le seuil de je fais comme si je voyais pas ce qui se passe que je n'ai pas. Parce que j'ai besoin de comprendre ce que tu fais. J'ai besoin de capter pourquoi tu fonctionnes ainsi et j'ai besoin en fait qu'on partage des choses. Parce que par exemple moi j'ai des périodes où je vais aimer sortir et des périodes où je vais aimer être casanière parce que j'ai un taf qui fait que je sors beaucoup. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses. Par exemple, rien que demain, j'ai 3 gros rendez-vous dans la journée qui vont faire que je vais devoir sortir et sociabiliser. Après-demain, j'en ai 3 ou 4. Donc, on a un certain rythme. Mais il y a des fois où je vais adorer être casanière. Donc, il faut que je sois avec une personne qui puisse faire les deux. Et Abba, lui, réussit à faire les deux. Il y a des moments où il adore être posé à regarder des animés, on regarde des films ou des séries, et on est vraiment posé à rien faire. Et il y aura des moments où vraiment, allez, let's go, faut qu'on sorte, faut qu'on fasse quelque chose. Et il faut, pour moi, que j'ai une personne comme ça par rapport à un truc comme ça. Si j'étais avec une personne qui était 100% dehors, parce qu'il y a plein de personnes comme ça, hein. Il y a des personnes qui presque tous les soirs vont vouloir se faire un petit resto ou en tout cas une sortie. En tout cas une petite sortie, un petit truc pour sortir de chez soi parce que ce sont des personnes qui adorent être dehors. Les vendredis et les samedis soirs, c'est des personnes, tu les trouveras toujours dans un bar, en soirée chez des potes, en boîte ou je sais pas. Il y aura toujours un truc et c'est pas un problème. C'est juste que moi ça ne me correspond pas du tout. J'ai besoin de pouvoir me poser avec la personne. Genre vraiment me poser et quasiment rien foutre. Et sauf que donc, il me faudrait ce seuil de je fais comme si je m'en fiche de ce qui se passe et ce seuil-là, je ne l'ai pas. Et il y a plein d'autres différences comme ça, hein. Il y en a énormément. Par exemple, moi j'adore le voyage en solo, vous le savez très bien, mais derrière, il faut que je sois avec une personne qui comprenne mon attrait pour le voyage en solo. Une personne qui va capter que j'ai besoin de ça et pourquoi j'ai besoin de ça. Parce que sinon, comment tu fais si c'est avec une personne qui est là en mode mais je capte pas, on est en couple, pourquoi t'aurais envie d'être en solo? Pourquoi t'aurais besoin d'être en solo? Tu m'aimes pas? Je te saoule? Je suis trop sur ton dos? Non, ça, moi, ce serait impossible et c'est pour ça qu'il me faut justement plein de zones où ça se rattache. En tout cas, les zones les plus importantes. Parce que je trouve qu'il y a trop de répercussions derrière. Parce que sinon, vous avez vraiment une vie quotidienne qui a rien à voir. Et j'ai encore jamais vu de couple
qui tient et qui a un quotidien qui a vraiment rien à voir. Mais je parle de vraiment rien à voir. Je parle d'une personne dans le couple qui aura un mood très bibliothécaire, très je me prends un bon gros bouquin, je vais me poser chez moi sur mon canapé avec une tisane ou un chocolat chaud et lire au coin du feu. Et l'autre personne qui soit une pure fêtarde et qui vive dehors, et tous les deux, bah c'est bon, je n'ai encore jamais vu ça par exemple. Peut-être que ça fonctionne, mais personnellement j'ai jamais vu ça. Mais encore une fois, je ne veux pas du tout vous faire flipper parce que je sais que là je peux être un peu creepy pour toutes les personnes qui ont des couples où justement il y a plein de différences. Mais c'est juste que, à mon sens, il faut qu'il y ait certaines grosses bases en commun. Il faut que vous ayez vraiment une fondation commune et que cette fondation commune, elle soit hyper importante dans votre vie. Et justement, alors on va venir sur le questionnement de la fin. Donc, est-ce que c'est pas narcissique d'aimer les gens qui nous ressemblent? Est-ce que ça signifie qu'on n'aime pas la différence et qu'on reste dans notre zone de confort? Alors, à chacun de voir comment on va développer après la réponse, mais à mon sens, on peut voir ça comme un oui et comme un non. Je vais dire un oui parce que quelque part, on choisit un minimum les gens avec qui on se met en couple. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'une, le jour où vous avez décidé d'officialiser votre relation ou je sais pas quoi, vous allez le décider. Normalement, on te force pas la main. Normalement, il n'y a pas une personne extérieure, encore une fois, sauf les relations qui sont arrangées, ces choses-là, mais là, ça n'a rien à voir dans notre cas de figure, s'il vous plaît. Mais il n'y a pas une personne à côté qui va être là et te dire « Ah oui, il faut que tu te mettes en couple avec telle personne. Oui, il faut que ça se passe ainsi. » Non, normalement, tu vas ressentir les choses et vous allez décider de ça vous-même. Donc quelque part, on choisit les gens avec qui on se met en couple. C'est comme nos amis, on dit toujours que c'est la famille que l'on a choisie. Parce qu'on choisit ces gens-là. Ok, mais on les choisit parce que je pense qu'on peut revenir justement aux théories de la socio sur le principe d'appariement. Parce que on a besoin d'avoir ce côté renforcement, ce côté équilibre et ce côté ressemblance. On en a besoin. Je pense pas que ce soit narcissique obligatoirement, même si il y a des gens qui doivent avoir ce côté-là, mais à mon avis, c'est surtout intrinsèquement, qu'on le veuille ou non, c'est à l'intérieur de nous. On a ces principes-là que on veut appliquer. On a envie de retrouver chez la personne avec qui on est en couple des choses qui sont chez nous, qui sont très fortes et dont on a besoin au quotidien en fait. Tout comme on a besoin aussi de complémentarité. Si jamais t'es une personne plutôt fragile, émotive et tout ça, t'auras besoin peut-être d'une personne que tu vas sentir beaucoup plus forte pour avoir une épaule sur laquelle te reposer. Donc il y aura tout le principe d'appariement, mais avec de la complémentarité sur d'autres aspects aussi. Mais je pense pas, alors narcissisme, je le verrais très poussé réellement, mais oui, ça nous fait rester dans notre zone de confort. On le choisit parce que je pense que justement, en matière d'amour, rester dans sa zone de confort, c'est pas un problème. En général, en matière, que ce soit en matière de sport, en matière de travail, en matière de plein de choses, apprentissage et tout ça, moi je vais vous dire, sortez de vos zones de confort. Au moins un peu, au moins de temps en temps, testez des choses. C'est comme ça qu'un humain évolue, je trouve. Mais en amour, je suis désolée, mais personnellement, je ne trouve pas qu'il faille. Après, ça dépend de votre personnalité, mais pour moi, c'est la meilleure manière que justement, il y ait toutes ces différences qui éclatent tout le temps. Et on va passer au témoignage numéro 2. Tout d'abord, je précise que j'ai 23 ans et qu'avant ça, je n'avais jamais connu l'amour. Certains se diront peut-être que c'est chelou, car dans notre société, si on n'est pas en couple dès notre plus jeune âge, on aime bien nous faire sentir inférieurs. Alors quand je dis que je n'avais jamais connu l'amour, c'est que j'avais eu des crushs, quelques flirts et dates, mais j'avais jamais connu l'amour réciproque. C'est-à-dire que soit je crushais sur quelqu'un, soit c'était l'inverse, on crushait sur moi. J'ai eu un premier copain vers la fin du lycée, et avec le recul, c'est juste parce que je voulais faire comme tout le monde. Ça se passait bien, il était très sympa, mais j'arrivais pas à avoir de sentiments plus forts envers lui. Bref, les années passent, je grandis, j'ai quelques dates relativement décevants. Je vois quelqu'un, mais de manière très légère, sans sentiment de mon côté. Et peu à peu, je commence à me demander, est-ce que j'ai un problème? Genre, pourquoi je n'arrive pas à m'attacher? Et pourquoi les seules fois où moi je crush sur quelqu'un, la personne s'en fout? J'ai fini mes études et commencé un travail dans lequel je me plais bien. Je suis très bien dans ma vie, avec mes copines, ma famille, mais surtout avec moi-même. Mais reste toujours ce sujet de, est-ce que je suis destinée à rester seule? Ce qui honnêtement ne me dérangeait pas, mais je me questionnais quand même. Surtout quand presque tout ton entourage est en couple. Du coup, les mois passent au travail, je rencontre des super collègues et vient un jour où je suis affectée à un nouveau poste. Un garçon me forme, très gentil, et j'avais déjà remarqué qu'il me regardait. Mais honnêtement, j'y faisais pas trop attention. Les mois passent, on se parle vite fait au travail, un peu par message, et un week-end, il m'envoie un SMS, et là, je sais pas pourquoi, la conversation ne s'arrête pas. Jusqu'à 2 semaines plus tard, où il me propose un date. J'accepte car honnêtement, on a plein de points communs, que ce soit au niveau de la musique, des films qu'on aime, de nos vies perso, nos familles, etc. Donc ça match de fou. Le premier date passe, c'est un des seuls dates de ma vie que j'ai vraiment apprécié. Pas de stress, pas de moments gênants, on rigole bien, mais surtout, je suis moi. Elle a écrit en majuscule, donc c'est important. Quelques dates, puis plusieurs semaines de discussion plus tard, et on finit par se mettre ensemble. Aujourd'hui, ça va bientôt faire 7 mois qu'on est en couple, et super heureux. On rit, on discute comme au premier message, et honnêtement, même si ça semble vraiment peu pour certains, je suis tellement contente d'avoir pu trouver quelqu'un qui me correspond
correspond et avec qui je peux me sentir 100% moi-même. On nous dit souvent quand on est célibataire d'attendre, que ça arrivera quand on s'y attend le moins. Honnêtement, cette phrase finissait par me saouler parce que j'avais attendu assez longtemps quand même. Mais en fait, ça a aussi été le cas pour moi. Pendant des années, je cherchais un peu en désespoir de cause et au moment où j'y faisais le moins attention, ça m'est vraiment tombé dessus. On se le dit souvent tous les 2 mois, mais on a l'impression de se connaître depuis des années. On a une alchimie incroyable. Ayant été élevée dans un cadre où j'ai jamais pu faire confiance aux hommes, j'ai enfin réussi à le faire et ça fait le plus grand des biens. J'espère que ça pourra rassurer certains et certaines qui se disent que leur tour n'arrivera jamais. À 18, 23 ou même 50 ans, ça peut toujours finir par arriver. Yes, Queen. Et ça, c'est réel. J'aime beaucoup la conclusion parce que justement, c'est une vérité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui désespèrent. Souvent, justement, quand je vais parler de ces sujets-là, je vais recevoir des DM de votre part ou bien même des mails. Et par rapport à l'amour, il y en a beaucoup qui désespèrent. Parce que la société fait que vous devez désespérer. C'est totalement à cause de la société que vous désespérez. Là, je suis en train de lui jeter la pierre comme pas possible. Pourquoi ? Parce que on vous explique qu'être en couple, ça fait partie de la norme. Parce qu'il y a cette norme à atteindre selon la société. Il faut être en couple, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut être propriétaire de son logement. Il y a toutes ces étapes qu'il faut passer selon la société, sinon c'est que vous avez un problème, il y a quelque chose qui va pas chez vous. Et donc, vous pensez par exemple à 30 ans que si vous avez jamais eu de relation de couple, c'est que c'est foutu pour vous et que vous devez partir à la poubelle. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça peut arriver à n'importe quel âge. Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer le pourquoi du comment vous n'avez pas trouvé quelqu'un jusque-là. Et il y a aussi la réalité que c'est pas tout le monde qui trouvera quelqu'un. Et c'est ok. Et je pense qu'il faut absolument, impérativement, faire le travail sur le « et c'est ok ». Parce qu'il faut finir par comprendre que il y a des personnes qui peuvent finir leur vie seules et c'est ok. Ça fait partie de ce qui peut se passer. Parce qu'en fait, on est tellement formé avec cette idée de finir en couple, vieillir avec quelqu'un, construire avec quelqu'un, que la notion de vieillir seul, grandir soi-même, ça n'existe pas. Et automatiquement, t'es shamé par la société, t'es shamé par ton entourage qui fait que te répéter. Au fait, pourquoi t'as personne ? Oh, mais tu nous présentes personne, toi, ou je sais pas quoi. Ah, tu fréquentes pas quelqu'un, t'as pas une petite amie, t'es sûr que t'as pas un mec, là, actuellement, que tu nous cacherais par hasard. En fait, il y a toujours ce truc qui revient tout le temps. C'est sans cesse. Parce que la société fait que on est formé ainsi. On te fait comprendre que c'est comme ça que tu dois grandir et que c'est comme ça que tu dois finir surtout. Donc, déstresser. De 1, ça peut arriver à n'importe quel âge. Et de 2, ça peut ne pas arriver. Et il faut comprendre cette réalité-là. Réellement. Je trouve qu'il devrait, et c'est pour ça aussi que chaque personne devrait, à mon sens, aller voir un psy un jour dans sa vie, parce que vous devriez parler à une personne un peu spécialisée justement dans tous ces domaines-là, de vos plus grandes peurs, vos plus grandes insécurités. Parce que je peux comprendre que ce soit une peur de finir seul. C'est hyper humain de vouloir avoir des gens autour de soi, c'est normal. Il faut en parler à quelqu'un. Il y a un truc à l'intérieur de vous qui fait que vous avez cette peur-là et que c'est pas pour rien. Mais j'ai beaucoup aimé ce témoignage-là parce que même si on est sur une personne qui est relativement jeune, on est sur ma génération en fait, on est relativement jeune, ok, mais ça prouve que tu peux enchaîner pendant très longtemps dans ta vie avec des personnes avec qui tu trouves qu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'atome crochu. Il n'y a pas cette étincelle, il n'y a pas cette chose-là qui fait que tu sais. Juste ce sentiment qui fait que tu sais. Ce sentiment est primordial, je tiens à vous le dire. Le sentiment qui fait que tu sais. Tu regardes cette personne, tu penses à cette personne et tu sais. Juste, tu sais que c'est ta personne, tout simplement. Mais que tu peux finir par trouver cette personne. Après, encore une fois, je veux pas vous dire, vous voyez dans cet exemple, ce sont 2 personnes qui se ressemblent beaucoup, donc il faut une personne qui vous ressemble. Non, c'est son cas de figure. Même si, encore une fois, c'est ma manière de penser. Qui se ressemble, ça semble, ou en tout cas, je trouve que c'est mieux, mais ça peut arriver n'importe quand. Mais c'est quelque chose, moi en tout cas, je pense pas que je pourrais beaucoup changer d'avis là-dessus. Je pense vraiment pas, parce que à partir du moment où il y a trop de différence entre 2 personnes, il y a un problème. J'ai eu pas mal de relations dans ma vie, et dès lors qu'il y a trop de différence, je peux vous le dire, ça crée des problèmes. Bon, après peut-être aussi que j'étais trop jeune pour avoir le côté, on est adulte, on peut communiquer là-dessus et savoir comment avancer. Ça, c'est quelque chose que les gens savent faire souvent à partir d'un certain âge aussi, on va être honnête. Mais il y a beaucoup de relations où ça ne va pas être possible. Ça va pas être possible parce que moi, je repense à vraiment plein de choses, sans vouloir jeter des pierres ou me placer en mode Beyoncé. C'est des choses qu'on me répétait dans certaines relations. Par exemple, j'ai eu une relation où des gens étaient là en mode « Mais meuf, toi, t'es un 10 sur 10, t'es un pain, et en fait, lui, c'est un 2 sur 10. » J'ai fréquenté des gens qui, socialement, quand on était à côté, les gens étaient là en mode « Vous n'allez pas physiquement ensemble parce que toi, on te trouve belle et lui, on le trouve plus que quelconque. » Oui, c'est un peu méchant, je sais tout à fait, et j'ai très très mal pris quand on me dit ça bien sûr, mais j'ai très vite fini par comprendre aussi que c'était une chose qui allait créer des problèmes. Parce que une personne qui justement est socialement vue de manière générale comme étant assez quelconque, c'est pas la personne sur qui les gens vont se retourner. Et moi dans les périodes où je suis belle gosse, je suis une personne, je me jette pas de fleurs, c'est comme ça, et je le vois aussi dans mes DM, je suis désolée, mais je suis une personne sur qui il y a des
gens qui se retournent. On me demande mon 06, on m'aborde. Ok. Et ce qui fait que la personne en couple avec moi ne comprenait pas ça et vivait ça hyper mal parce que c'est pas du tout une chose que cette personne avait en tête. C'est pas une chose que cette personne avait déjà vécue parce que cette personne avait très majoritairement fréquenté des filles qui lui ressemblaient justement. Des filles qui étaient dans sa couche physique, si je peux appeler ça ainsi. Donc, qui auraient été appelées, même si on n'aime pas trop ce terme, mais qui auraient été appelées Madame Tout le Monde. Des personnes qui auraient été jugées comme quelconques physiquement. Et donc, c'est une personne qui a pas été habituée à ça. Et il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et quand bien même, c'est une personne qui entendait les remarques aussi. En mode ah ouais gros, t'as réussi à avoir Manon, mais comment t'as fait? Toi. C'était pas en mode comment t'as fait parce que Manon, elle snob les gens. C'est en mode comment t'as fait toi, cette personne-là devant nous, comment toi t'as fait pour être avec Manon? Et c'est arrivé plusieurs fois ces remarques-là en fait. Et donc obligatoirement, il y a eu des fissures par rapport à plein de choses. Et de toute manière, il y avait d'autres problèmes, ok, mais ça crée des fissures aussi. Je vous ai parlé par rapport à l'âge aussi. J'ai aussi fréquenté une personne où c'était au niveau des finances, que c'était pas du tout les mêmes mondes, mais absolument pas. Et quand bien même je suis une travailleuse, quand bien même je sais mettre de côté pour des projets, il y a des choses tu ne peux pas les faire de la même manière. En fait, moi c'était une époque où je pouvais pas aller claquer 200 € dans un restaurant. C'était pas du tout possible. Encore aujourd'hui déjà, c'est quelque chose que je fais très occasionnellement et c'est pour des restaurants genre étoilés ou du gastronomique que j'ai en tête, mais il y a plein de choses où j'ai besoin d'avoir beaucoup de points communs avec la personne. Par exemple avec Abba, outre le fait qu'on soit des déconneurs et qu'on aime beaucoup faire des conneries, il y a ce côté aussi où on a grandi dans des familles qui grosso modo ont les mêmes valeurs. Déjà c'est bête, mais lui ses parents originaires du Sénégal, moi j'ai ma maman qui est originaire du Cameroun, il y a un tronc commun au niveau d'une forme d'éducation, au niveau de certaines valeurs qui sont les valeurs africaines. Oui, c'est un grand continent avec beaucoup de pays, mais il y a beaucoup de valeurs qu'on retrouve dans tous ces pays-là justement. Il y a aussi le côté amour de la nourriture. Je ne pourrais pas être en couple avec une personne qui n'a pas de curiosité culinaire. On aime tester plein de choses. On aime vraiment la bouffe, mais pas que le fait de bouffer McDo. On aime le fait de découvrir dans la nourriture. On aime voyager. On adore plein de choses autour de l'art. Traîner dans les musées, c'est un truc qui nous fait réellement kiffer. On aime beaucoup les découvertes culturelles. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. La mode, il y a plein de choses. Et j'ai besoin de ça. Parce que c'est des choses dont je peux lui parler. C'est des choses où on peut échanger. Et on sait que ça plaira à l'autre. Un amour, par exemple, pour les mangas. C'est un truc qu'on a en commun. Et que j'avais pas avec beaucoup de mes ex. Énormément de mes ex. Et c'est donc une chose que je vivais de mon côté. C'était pas un énorme problème parce que j'aime les mangas, je regarde des animés, ok, mais c'est pas ma première passion non plus. Mais ce qui faisait que c'était quand même un truc qui était pas du tout en commun. Surtout quand j'avais certains ex qui jugeaient ça carrément. En mode, mais c'est des trucs de gosse un peu. Et donc ça crée des problèmes. Alors que là, justement, avec Abba, je pense là, quand je me suis levée, j'ai regardé des DM qui m'envoyaient, des reels sur Insta, où il y avait des trucs par rapport au live action de One Piece. Parce que c'est des choses qu'on a en commun, justement. Et il y a plein de délires en commun et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, moi, personnellement, pour m'y retrouver et pour savoir que ma relation s'équilibre. Mais encore une fois, ça va être le mot de la fin. Encore une fois, c'est pas du tout un problème si c'est pas votre cas. Ça ne veut pas dire que votre relation est vouée à l'échec. Ça veut juste dire qu'il y a un travail différent à faire et qu'il faut que vous mettiez la communication au centre de tout pour pouvoir même échanger sur vos différences parce que quelque part, ça fera une de vos forces. Voilà pour notre épisode du jour, les BG. J'espère que cette discussion vous a plu. J'ai beaucoup aimé en tout cas. C'est un sujet que je voulais aborder mais pas d'une manière très plate et pas intéressante en mode en fait ça veut dire ça et c'est pour ça qu'on dit ça. Non, je voulais aller un peu plus loin. J'espère que vous avez appris des choses et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à noter le podcast surtout, partagez tout ça en story, ça me fait toujours trop plaisir et rejoignez-moi sur Instagram sur le compte The Night Confessions. Je vous fais de gros bisous, on se dit à très bientôt. Peace guys. I need some space to think this through.